Je suis Philippe Trintignac, bienvenue dans Impact, le podcast proposé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Dans chaque épisode, nous échangeons avec une personnalité locale pour découvrir son parcours et explorer avec elle la notion d'impact. Quelle personne l'a le plus influencé dans sa carrière, dans sa vie? Quel impact veut-elle avoir sur son organisation, sur son territoire? Quelles traces peut-elle laisser autour d'elle? Nous donnons la parole à celles et ceux qui osent, qui font bouger les lignes, qui entreprennent, bref, qui veulent avoir de l'impact. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Impact, le podcast. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Tanguy. Marie qui est directrice attractivité économique, emploi, aménagement et services à la population à la COR, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Bienvenue dans cette émission, Marie. Merci Philippe. La COR regroupe 31 communes à l'ouest du Rhône, autour de Tarare, qui est la ville la plus importante, qui compte environ 11 000 habitants. Elle dispose de nombreuses compétences, et notamment une compétence en matière de mobilité, qui est le sujet de notre podcast aujourd'hui. Nous allons donc parler déplacement, aménagement, usage, à l'heure où les prix des carburants s'envolent, du fait du conflit en Iran. Première question, Marie, pouvez-vous nous dire quelles sont les compétences de la COR en matière de mobilité? Ouais, bien sûr, l'ACOR en tant que communauté d'agglomération, elle est compétente de droit sur la mobilité, différentes choses sur le transport, scolaire, le transport, public, aussi sur les mobilités qu'on appelle aussi durables ou alternatives, donc tout ce qui n'est pas le véhicule individuel, ni transport en commun. Ça va être, le vélo, ça va être le covoiturage, par exemple, sachant que, on n'a pas forcément tous les outils en main, donc on a délégué une partie de ces compétences, à la fois, au Citral, puisqu'on fait partie du Citral, également, et puis, aussi avec la région, pour tout ce qui est, transport scolaire. Du coup, vous n'êtes pas aménageur, donc vous n'êtes pas aménageur. L'État peut être aménageur L'État peut être aménageur, de route. de routes notamment, le département aussi sur la partie, sur les voiries. Nous, on a certaines voiries et la commune, également. Tout l'ensemble des collectivités partagent, un petit peu en fonction de, l'importance de la voirie. Nous, c'est vrai qu'on va se concentrer à la fois sur de la voirie intercommunale, donc qui relie plusieurs communes de notre territoire, et sur les mobilités, durables, alternatives. Quelles sont les spécificités du territoire de l'Ouest rhodanien en termes de mobilité? En termes de mobilité, on a un territoire en fait géographiquement qui est contraint, puisqu'on est sur un territoire de moyenne montagne. Donc ça veut dire qu'on va pas aller chercher, bah, du transport, enfin du vélo par exemple classique, parce que, notre territoire est très contraint. On n'a pas une offre de transport en commun non plus, très évoluée, parce qu'on reste un territoire rural. Donc on va aller, se concentrer sur, comment accompagner nos habitants, nos usagers, nos salariés, à pouvoir se déplacer de manière collective, plutôt sur des types covoiturage, ou mobilité alternative sur des petites distances. D'accord, et du coup, j'imagine que la dépendance à la voiture, du coup, elle est encore très forte? Elle est encore très, très forte. Aujourd'hui, vous avez, un peu moins de 90 des ménages qui, sont équipés d'un véhicule. C'est indispensable encore aujourd'hui sur notre territoire pour se déplacer, et 80 des trajets entre le domicile et le travail se font en voiture sur notre territoire. Donc c'est encore, majoritairement, l'usage voiture. D'accord, et le reste des usages, du coup? On va être sur, à part égale, à pied, et en transport en commun, autour de 7, et puis une part, de vélo qui est encore très faible, parce qu'on n'a pas encore développé toutes les infrastructures qui sont nécessaires. On s'y emploie, en ce moment, mais voilà, il reste encore des efforts à faire pour que ça soit, suffisamment sécurisé. On sait que tant que les infrastructures sont pas là, le vélociste, il va pas y aller parce que c'est trop dangereux. Nous, avec notre, topographie, c'est pas évident non plus, Oui, de parce que développer. c'est très vallonné, hein? C'est très vallonné, c'est très vallonné. Le pic, je dirais de mémoire, c'est 800 mètres. Bon, vous le faites pas non plus tous les matins. D'accord, et puis il peut faire aussi, très froid, Et il peut faire très froid, il neige, il neige chez nous l'hiver. très froid l'hiver, OK. Depuis, que les prix du carburant, Mmh. s'envolent, depuis le début, mi-février 2026, ça fait presque 2 mois maintenant.
Est-ce que vous observez des changements de comportement dans les déplacements? Alors, on en observe, notamment sur la partie covoiturage. On a une augmentation, flagrante de la pratique du covoiturage sur nos outils. L'outil que l'on partage notamment avec le Citral qui s'appelle un Covoit Rendez-vous, on est sur plus 23 sur le mois de mars par rapport au mois de février. Donc c'est, assez important en termes de hausse. On voit bien, l'impact du prix, sur, voilà, sur les nouvelles pratiques. On a un impact aussi, qui est un tout petit peu moindre, mais quand même sur nos dispositifs d'autostop organisés, également. Après, voilà, notre territoire fait qu'on a quand même encore justement une dépendance à la voiture, donc il y aura toujours, c'est mesuré, mais n'empêche qu'on sent l'impact du prix sur les changements de comportement. Est-ce qu'on peut parler de cet autostop organisé? En quoi ça consiste? Oui, alors c'est un dispositif, assez innovant qu'on partage avec quelques territoires en France. En fait, l'idée, c'est de se dire que, sur le passage, vous faites un trajet tous les matins, vous pouvez, vous retrouver sur le bord de la route un autostoppeur et de manière plus sécurisée, lui, il va pouvoir appuyer sur un bouton, sur un automate qui est un ancien rodateur recyclé, donc c'est plutôt, intéressant aussi, en termes de cycle de vie de ces outils-là. Il appuie sur un bouton et vous avez une pancarte lumineuse qui s'affiche, vous en tant que conducteur, qui vous dit, «Un passager vous attend, pour aller, à Bandry-sur-Turdine», par exemple, qui est à 5 minutes en voiture de Tarare. Vous vous garez, vous prenez le passager, lui, il a une trace de cet échange-là et vous, conducteur, vous avez, une petite rétribution, pour pouvoir, l'amener au prochain, passage, soit, sur, la borne, là où elle est, soit, en fait, n'importe où, vous voulez le déposer et D'accord. où il a envie d'aller. Ce qui nécessite pour le conducteur d'avoir téléchargé l'application. Alors là, non, on a changé, effectivement cette partie-là parce que le premier dispositif qu'on avait fait était effectivement sous cette, modalité-là et on sentait bien que c'était un vrai frein à l'utilisation parce que vous avez pas forcément envie, quand vous avez juste un panneau, qui s'affiche, bah, en plus de vous dire: «Ah bah, faut que je télécharge l'application pour que ça fonctionne». Bon là, c'est beaucoup plus, voilà, on a essayé de libéraliser tout ça et ça facilite un petit peu plus. Là, si je dis pas de bêtises, on doit être, cette année en 2025, à peu près à 2 500 trajets qui ont été effectués sur notre territoire de cette manière-là. D'accord. Et en ce qui concerne le covoiturage, et donc il y a un boom du covoiturage Ouais, avec la hausse des prix, du carburant, on l'observe sur plusieurs endroits, on l'observe sur en France. l'intégralité de la métropole, là, nous, les chiffres en tout cas qu'on a, c'est ceux qui nous sont donnés par le Citral qui opère la solution, et c'est sur l'ensemble du territoire du Citral. Ça l'intérêt, par exemple, pour un conducteur, avec la rétribution, parce qu'il est voilà, il a quand même une participation financière qui lui est donnée par son passager, c'est que, par exemple, là, ça lui reviendrait sur un trajet un peu long, on va dire à 30 kilomètres. C'est quand même, la moyenne du trajet domicile-travail en France, comme si son litre d'essence lui revenait à 25 centimes. Quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui, on voit l'intérêt D'accord, économique qu'il peut y avoir à ouais. partager son véhicule et on a plus de demandeurs, de passagers qui cherchent un véhicule que le contraire. Donc il y a encore besoin d'avoir des gens qui, se sentent de passer à l'acte et de devenir un conducteur de covoiturage. Et donc c'est le Citral qui met à disposition Oui, une application, oui, qui mais il y s'appelle en a d'autres aussi, nationales, il y en a d'autres nationales, comment en fait les personnes qui veulent covoiturer doivent arbitrer, l'intérêt pour le dispositif là qui est mené par le Citral, c'est, cette question de rétribution financière puisque les collectivités partenaires et dont l'accord, on participe. C'est-à-dire que pour le passager, c'est moins cher puisque nous, on apporte une partie. Au lieu, d'avoir 1 € déboursé, il va avoir que 50 centimes. Nous, on prend les 50 centimes, restants. Donc c'est là l'intérêt, c'est que pour le passager, c'est moins cher et la contribution financière pour le conducteur est de fait plus élevée que sur d'autres plateformes nationales. Donc il y a tout intérêt à et comme on est sur du local, il a des trajets qui sont vraiment, sur le territoire métropolitain. Donc ça il d'accord. peut Parce que l'application, elle est valable, non seulement sur les 31 communes de l'accord, mais au-delà? au-delà, sur l'ensemble du territoire, OK. couvert par le Citral, donc ça va jusqu'à Villefranche, ça couvre évidemment la métropole de Lyon, mais c'est vraiment un territoire assez étendu, donc ça peut être quand même permettre de faire des trajets, sur l'ensemble de l'aire métropolitaine. Revenons-en au Citral, donc vous disiez qu'il assure aussi une mission de transport, public, sur le territoire.
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Combien y a-t-il de lignes à peu près? Quelle fréquence? Est-ce que Mmh. ce sont des cars? Est-ce que ce sont des bus comme en centre-ville? Alors c'est plutôt des cars. Nous, le changement qui a été opéré, assez flagrant pour nos territoires qui sont hors métropole de Lyon, c'est, le changement entre les cars du Rhône, qui était effectivement leur dénomination jusqu'à présent, et c'est passé en TCL. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez un réseau unifié sur l'ensemble du périmètre Sytral, ce qui est assez confortable pour, l'usager, parce qu'il a plus à se poser la question, de quel ticket il va aller acheter, auprès de qui. Là, c'est, il peut, Un seul et même, un seul et même ticket, un seul et même réseau. C'est mmh, beaucoup plus simple, pour l'usager. Donc nous, on a plutôt des cars qui vont, faire, typiquement notre, trajet sur lequel on va avoir le plus de passagers. C'est le trajet qui fait court jusqu'à Lyon avec un arrêt à Tarare, et là qui permet de faire du domicile-travail en car, et vous avez, comme vous êtes du coup maintenant sur un TCL, enfin le réseau unifié TCL, après vous poursuivez en métro sans problème pour aller, si vous habitez à Court, sans problème travailler jusqu'à Lyon avec le même ticket. Donc on est plutôt sur des cars. J'aurais plus exactement le nombre de lignes, existantes, mais on est sur, une bonne vingtaine, et surtout on a du scolaire. C'est et sur les principales, là Ouais, aussi? aussi sur TSCL, et là qui est un gros enjeu pour nous, puisqu'effectivement il faut rabattre, l'ensemble de nos scolaires qui habitent dans les plus petits villages sur, les collèges, les lycées, qui sont situés dans nos plus grosses communes. Parlait de modes de transport alternatifs. Mmh. Y en a-t-il d'autres sur lesquels, vous travaillez? On travaille sur plusieurs autres, modèles. On a des modèles d'autopartage, 2 modèles différents. Un modèle d'autopartage entre particuliers, là c'est, monsieur X qui, n'utilise pas sa voiture tous les jours parce que peut-être que lui, il va à pied au travail, et plutôt que sa voiture reste sur son parking, il peut la prêter, à d'autres usagers. Donc ils ont un contrat et nous on prend en charge toute la partie assurantielle. On les met en relation et cetera, puis même on prend en charge l'assurance parce que c'est un sujet quand même, Donc le l'assurance. particulier achète son véhicule, Ouais. Il en a pas l'usage tous les il n'en jours. a pas l'usage, il le met dans un panier et enfin il le propose au partage Voilà, et exactement. l'accord assure. Assure le véhicule et l'ensemble de ses usagers. Très bien, Voilà. OK. Donc ça fonctionne plutôt bien. On a une dizaine de groupes sur le territoire qui se partagent comme ça leur véhicule. On a un véhicule en autopartage à la gare aussi, c'est-à-dire que nous, on a mis un véhicule électrique qui est en permanence, à la gare de Tarare, et que vous pouvez utiliser en fonction des besoins. Typiquement, vous avez pas un besoin d'avoir un véhicule dans votre vie de tous les jours, mais tous les mercredis pour emmener votre fille à l'école de musique, vous en avez besoin, bah, vous pouvez aller prendre juste Le pour, réserver et voilà, l'utiliser. exactement. Et après on a une grosse politique de vélo quand même, mais du coup vélo à assistance électrique. On a vraiment ce besoin-là, vu la topographie du territoire. Donc on a des vélos à assistance électrique qui sont disponibles en gare, que vous pouvez réserver à la journée, mais aussi avoir un abonnement pour pouvoir le prendre tous les jours, si besoin. Et on a des dispositifs de location longue durée. Alors là, c'est plutôt sur 3 mois, et on est plutôt dans une logique de se dire, c'est un achat conséquent, un vélo, assistance électrique, qui doit être puissant dans notre territoire puisqu'il faut qu'il puisse, grimper. Donc avant de faire cet achat qui est un peu conséquent, nous on propose de le louer pour vérifier, si on en a bien l'usage, si, ça correspond à notre besoin, la puissance et cetera. Et généralement, derrière, l'usager procède à une acquisition parce qu'il a vérifié son besoin et que ça correspondait, et on peut l'aider à acquérir son vélo s'il l'achète, évidemment dans un Vélo6 du territoire. Et comment vous travaillez avec la population locale sur ces modes de déplacement? Est-ce qu'à un moment vous les consultez sur leurs besoins? Comment ça se passe? Ouais, on le fait, pas, on va dire pas de manière, quotidienne, générale, mais au moment où on lance un nouveau service, on l'a fait beaucoup au moment du, lancement de notre schéma directeur cyclable. C'est-à-dire le grand document stratégique qui nous dit quelles lignes on doit développer, pour favoriser et sécuriser, l'infrastructure cyclable. Et là, il fallait du coup définir quelles étaient ces lignes-là qui pourraient être intéressantes, et quelle était effectivement la part de personnes qui pourraient utiliser, parce que c'est quand même des aménagements qui sont lourds, qui sont coûteux pour la collectivité, donc bon, il faut quand même vérifier, leur usage. Et donc là, on a fait des questionnaires, en ligne principalement, pour aller chercher, et puis enfin chercher la réponse de l'habitant, et puis après, des,
des temps présentiels plutôt sur les marchés. On utilise beaucoup les marchés pour discuter avec nos habitants, discuter avec nos usagers parce que c'est là où on croise quand même et que les gens ont un peu de temps aussi pour rester discuter. Et puis avec, après des associations avec lesquelles on travaille, à la fois des associations spécialisées dans la mobilité, qui nous accompagnent à aller chercher un peu l'usager et à la fois des associations plutôt avec des personnes qui sont en difficulté parce que, les personnes qui ont besoin d'une mobilité alternative, c'est aussi celles qui ont le plus de précarité dans leur quotidien. Donc des personnes éloignées de l'emploi, des personnes, isolées et donc on travaille beaucoup avec, les missions locales, avec, les MJC pour pouvoir identifier un peu les besoins de ces populations-là et aller chercher, les solutions, qui vont bien. Les prochaines actions qu'on pourrait identifier, par exemple, qu'on a identifiées en allant travailler avec, ces personnes-là, c'est de pouvoir prêter nos vélos, non seulement à l'habitant, mais effectivement aussi à des associations, à des entreprises pour que les salariés, pour que les usagers puissent les utiliser, mais sans avoir à gérer une location, parce que même quand on les met à la location, il y a un coût. Donc voilà, là, ça leur permet de pouvoir, accéder à ce type de service à un moindre coût. D'accord, et donc du coup, quels sont les publics qui sont les plus fragiles par rapport à la mobilité? Tu en as parlé, Marie, Mmh. mais Là, heu, c'est, des personnes âgées, j'imagine, ouais, personnes âgées, isolées dans des villages ruraux voilà. qui veulent accéder à de la santé, à, faire des Enfin, courses, tout voilà, simplement? exactement. Ça, c'est le principal enjeu, soit parce qu'elles n'ont pas de véhicule, soit parce qu'elles sont plus en capacité, de conduire un véhicule de manière autonome. Là, on a développé, et depuis, une grosse dizaine d'années, un service qu'on appelle le transport à la demande, le transport solidaire. Et là, c'est un service de bus, minibus qu'on peut appeler la veille pour le lendemain, et qui se, déplace pas à domicile, mais sur des points, D'accord, bien distingués sur une carte. Alors on en a suffisamment pour couvrir vraiment l'ensemble des communes et plusieurs points par commune. La personne, il faut qu'elle puisse y aller quand même, à pied de chez elle de manière, assez facile et puis on a construit le service pour qu'il, rabatte vers, nos centres-villes, nos centres-bourgs pour l'accès aux soins parce que c'est le principal, outil et on a tout changé ça, il y a 2 ans pour qu'effectivement nos circuits, soient plus adaptés et nos horaires aussi, soient plus adaptés pour aller chercher l'offre de soins. Parce que c'est le principal usage des personnes et là, on est sur une bonne utilisation de l'outil. On a environ 400 usagers actifs sur le transport à la demande. c'est gratuit? C'est pas gratuit, C'est pas gratuit? non, c'est pas gratuit parce que, il faut qu'on alors on n'équilibre pas, un service de mobilité, ça ne s'équilibre pas, mais il faut quand même qu'on fasse attention un petit peu à pas que le service grève trop les finances de la collectivité, mais on a un tarif qui est progressif, qui est solidaire, qui est en fonction aussi des ressources et du besoin qui est fait. Ça peut être ouvert, par exemple, on pense aux personnes âgées parce que c'est vraiment le cœur de notre cible, mais un apprenti qui veut aller, chercher, qui a trouvé une entreprise, mais qui a pas encore, solution de mobilité parce qu'il a 15 ans et qu'il a pas, là, on peut déclencher du transport à la demande, pour que le temps qu'il trouve une solution de mobilité pour les 3 premiers mois de son stage, pour un stagiaire et ça permet ou un salarié, même le temps qu'il Ouais. achète une voiture. Ça permet de remettre aussi des personnes, à l'emploi. Donc c'est, j'ai plus les tarifs en tête, mais ça reste quand même des Ouais. tarifs très abordables et ça reste un coût pour la collectivité. Nous, sur les services de mobilité, on parle, souvent en coût par habitant. C'est-à-dire combien le service coûte à un habitant, même s'il l'utilise, pas et un service de TAD, ça coûte à peu près 3 € par habitant. Là où un service, par exemple, de vélo va coûter, même pas 10 centimes par an D'accord. par habitant. Donc ça Mmh. reste des coûts mesurés pour offrir des solutions alternatives. Si on prend un peu de hauteur, du coup, en termes de mobilité sur le territoire, qu'est-ce qui fonctionne, bien? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Le TAD fonctionne, voilà, c'est le transport à la demande, c'est un des outils qui fonctionne bien, aujourd'hui, qui a trouvé son public, donc on en est assez satisfait. La location de vélos à longue durée, celle-là fonctionne très bien. On a dû racheter des vélos parce qu'effectivement, elle fonctionnait, plus que ce qu'on avait, imaginé, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ce qui a encore du mal à prendre, si je fais
Le contraire, c'est effectivement ces dispositifs d'autostop organisés où on sent que ça parfois, alors notamment l'hiver par exemple, parfois un peu plus de mal à tenir. On a des bons chiffres de fréquentation, mais qui pourraient être un peu meilleurs et en fait, comme tout dispositif de mobilité, ça demande de notre part beaucoup d'animation, beaucoup de communication, parce que les gens ne savent pas forcément l'utiliser, c'est nouveau, voilà, même si, ça paraît simple, il faut appuyer sur un bouton et ça arrive. Oui, mais en fait, si on le sait pas, ça peut Ouais. nous paraître un peu complexe, donc On ça peut de attendre on longtemps, peut alors c'est toutes les sur place à la questions, ouais, voiture. voilà, c'est Ouais, toutes les questions, et c'est notamment nos élus sont souvent attentifs à ça parce qu'effectivement, il faut que ce soit réactif et en fait, nous, on est à 90 sous, moins de 10 minutes ah ouais, d'attente, donc OK, on n'attend pas trop, mais d'accord. voilà, ça demande à être, communiqué justement, Ouais. cette donnée-là. Et est-ce que tu sens qu'il y a une réticence des conducteurs à prendre des autostoppeurs pour des questions de sécurité? Eh bien, ouais, Avant, c'était quand même une pratique assez courante en France. oui, J'ai l'impression que la pratique de l'autostop elle s'est beaucoup est réduite pour, voilà, sans doute des raisons de sécurité, de mmh. peur de prendre des passagers, est-ce que Exactement, exactement et c'était un peu l'objectif d'organiser. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça l'autostop organisé, c'est de se dire que vous avez une sorte de couverture sécuritaire, de se ouais, dire que vous n'êtes pas, sur, juste un échange entre 2 personnes, mais un échange qui conserve une trace, quelque part. Nous enfin voilà, on a tout l'historique, en temps réel des trajets qui sont effectués, donc ça permettait de rassurer aussi, cette partie-là et ça fait partie des retours qu'on a effectivement qui sont, une des raisons pour lesquelles les personnes vont prendre et on on remarque aussi une pratique, c'est-à-dire que, les gens appuient plus forcément sur le bouton, mais en fait, bah, ils attendent là, ça devient un endroit d'autostop, même sans que ce soit, d'accord, voilà, organisé par nous, mais du coup tant mieux, à la limite, ouais, si la personne trouve sa solution de mobilité, ouais. ça nous suffit. Parlons un instant, mobilité durable, Mmh. environnement. J'imagine que l'accord est très engagé sur ces sujets de transition, environnementale. Comment la politique de mobilité, s'inscrit là-dedans? Est-ce que vous poussez des solutions alternatives, plus respectueuses de l'environnement? Comment l'arbitrage se fait, Mmh. sur ces sujets? C'est un vrai sujet pour nous, la collectivité, elle est territoire TEPOS. Alors dans notre jargon, ça veut dire territoire à énergie positive. Ça veut dire qu'on s'est engagé à, produire autant, d'énergie consommée en 2050. Ce qui est pas un objectif, neutre, hein, c'est une grosse ambition. Ça veut dire qu'il faut baisser nos, consommations, parce que sinon on n'arrivera pas à produire autant et les con Consommation liée à la mobilité alors ou tout toute, type de tout type consommation? de consommation, industrielle, habitat, mais la mobilité, le transport, c'est un gros, sujet chez nous puisque, ça fait partie, du plus enfin de ce qui consomme le plus en énergie fossile aujourd'hui. Donc il y a 2 manières de travailler, ces sujets-là. Il y a la réduction des déplacements. Parce que si on ne se déplace pas, c'est un déplacement enfin voilà, on ne consomme pas. Donc quand on parle mobilité, c'est pas que des solutions de mobilité. Par exemple, réduire les déplacements, c'est aussi avoir créé des lieux de coworking, des tiers-lieux pour éviter aux personnes d'aller se déplacer à leur domicile, donc on a créé des lieux de coworking pour se dire: «OK, on limite aussi potentiellement à l'intérieur de notre territoire les déplacements». C'est de pouvoir accueillir des entreprises parce que s'il y a des emplois sur notre territoire, les gens se déplacent plus, vers la métropole lyonnaise, donc on limite les déplacements. Donc il y a toute cette partie-là, qui est pas de la politique de mobilité, mais qui va, ben, concourir à atteindre nos objectifs de limiter, nos consommations sur les déplacements et après effectivement, il y a toute la partie, où on va traiter la mobilité. Il y a l'électrification, qui est un sujet, l'électrification de la flotte puisque, on est quand même sur une énergie qui est plus verte sur l'électrique que sur l'énergie fossile. Là, c'est un sujet qui est complexe puisque pour le coup, nous, on n'a pas la compétence des bornes, de recharge. Elle est déléguée à un syndicat d'énergie, donc un peu complexe sur la répartition, mais ça veut dire qu'il faut des bornes de recharge sur le territoire, sur notre territoire comme sur tous les autres, pour que, l'usager se sente, en sécurité aussi, là encore, de pouvoir utiliser son véhicule électrique, sur des distances, encore une fois, moyenne montagne, ça veut dire que la consommation de la batterie électrique
Il C'est faut, important. voilà, elle est importante, donc il faut des bornes de recharge, qui soient, bien sur tout le linéaire. C'est pas parce qu'on est en ruralité que, on pourrait se dire, ben, les gens habitent dans une maison, ils branchent leur véhicule, dans leur maison. On a quand même, beaucoup de gens qui habitent en immeuble encore aujourd'hui, donc ça veut dire il faut trouver, dans l'espace public des bornes de recharge. Aujourd'hui, on a 1 de notre parc automobile du territoire qui est électrifié, donc c'est pas, C'est pas beaucoup. pas beaucoup. Il Et y au niveau a des bornes de recharge, On vous n'en a pas sur toutes les communes. On il n'y en en a a pas sur toutes les Voilà, communes. donc il y a un projet, voilà, le SYDER, le syndicat d'énergie, est en train de les déployer, mais voilà, il faut que ça vienne. Donc c'est une 2e façon, et la troisième façon, c'est effectivement de développer, des solutions alternatives aux véhicules individuels. Donc soit le partage de véhicules, le covoiturage, on en a parlé, soit le vélo. Donc là, c'est là où on va développer à la fois les solutions dont on parlait, mais à la fois aussi des infrastructures pour les vélos, puisque, ils ne vont pas circuler, sans infrastructure, sans aménagement spécifique. Donc là, on vient d'inaugurer, notre première voie verte. On appelle voie verte, donc vraiment le premier circuit, entièrement sécurisé sur la ville de Tarare pour les piétons et les cycles, qui permet, de manière quasiment sécurisée, il nous manque un petit tronçon près de la gare, mais d'aller de la gare à la zone d'activité, en vélo, complètement tranquille. Donc c'est notre premier projet. On était assez contents de le sortir, et on en a quelques-uns, à venir encore après derrière. Concernant les entreprises, tu en parlais, vous avez une politique d'attractivité, on va en reparler, mais est-ce qu'aujourd'hui elles s'expriment sur ces sujets de mobilité? Est-ce que c'est un frein à l'emploi, sur ton territoire? Comment l'accord travaille avec, les entreprises locales? Peut-être peux-tu nous dresser un petit portrait du paysage économique, la part d'industrie, la part Oui. d'entreprises de services, de commerce? On est sur un territoire encore industriel sur l'accord, et on est très fiers de conserver cette, posture industrielle. On a 25 de nos emplois qui sont encore dans l'industrie, donc c'est quand même une part, qui est la plus importante du Rhône, si, je dis pas de bêtises. Donc voilà, vraiment historique industriel, textile, notamment sur le territoire. On a vraiment une grosse histoire, et avec des belles entreprises, familiales, sur le territoire, voilà, qui font aussi le paysage, le long de la Turdine, qui est l'eau, enfin voilà, le cours d'eau, donc beaucoup sur la peinture. On a aussi, le Ninkasi, que les Lyonnais connaissent bien, qui est produit, à Tarare. Donc voilà, on a des très belles, un très beau tissu industriel, qui n'est pas forcément situé en centre-ville, qui a été diffusé, bah, voilà, sur le cours d'eau aussi beaucoup, mais aussi, enfin, voilà, qui s'est étalé, et qui, de fait, quand c'est pas en centre-ville, ben, n'est pas accessible non plus très facilement. Donc on a un vrai sujet effectivement de mobilité sur nos zones d'activité, pour pouvoir y accéder, qui sont accessibles quasiment intégralement en voiture, aujourd'hui. Donc c'est un sujet, particulier. On arrive là, typiquement sur Tarare, quand elles sont encore pas, enfin voilà, intégrées dans l'aire urbaine, à pouvoir, faire des solutions de mobilité. Mais on a tout un travail, avec eux, de travailler, et qu'on travaille conjointement avec le Citral, notamment avec des plans de mobilité employeur. Donc on a commencé à diffuser auprès de certaines entreprises qui avaient effectivement fait remonter un besoin, sur la mobilité, comme étant un frein, voilà, un début de frein, sur, l'employabilité. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir, heu, permettre à ses salariés d'accéder facilement, soit sur la partie, des salariés qui viennent en train. On a une bonne partie, qui arrive à la gare de Tarare, qui habite encore Lyon, et qui vient travailler, à Tarare. Faut pouvoir être attractif sur cette frange-là, et puis toute une partie de salariés, notamment là dans le contexte actuel, qui a besoin aussi de pouvoir, venir, et pas de dépenser trop pour venir, en voiture. Donc là, on travaille avec eux, c'est assez récent, mais voilà, on y met quelques moyens pour pouvoir trouver des solutions avec eux, et leur apporter aussi les solutions qui existent déjà sur le territoire, et qui sont souvent très méconnues, à la fois des chefs d'entreprise, mais aussi surtout de leurs salariés. En ce qui concerne la politique, d'attractivité économique dont tu parlais, au-delà de la mobilité, qu'est-ce que fait le territoire de l'accord pour attirer des entreprises? Alors, on travaille déjà,
sur les entreprises qui existent déjà sur notre territoire. Ça, c'est notre priorité déjà, de pouvoir permettre à nos entreprises endogènes de se développer, autant qu'elles ont besoin. On a, la chance d'avoir effectivement de très belles entreprises sur le territoire et qui, voilà, ont des projets, ce qui est aussi une très bonne, nouvelle pour nous. Donc on va dire ce qui est le plus connu, qui est la première compétence, d'une intercommunalité, c'est le développement de foncier économique pour pouvoir, aménager, des zones d'activité et leur permettre de se développer. Dans le contexte actuel, et depuis, la loi climat et résilience de 2021, on a ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, qui veut dire qu'à horizon 2050, on n'artificialise plus d'espaces naturels, en France. Donc ça veut dire un requestionnement des pratiques, de foncier économique et on a la chance, pour le coup, on le voit comme une chance d'avoir quelques friches industrielles sur notre territoire, puisqu'on est donc un territoire avec un gros passé industriel, malheureusement avec certaines fois où ça n'a voilà, on dispose de friches, donc on réhabilite, enfin voilà, avec des efforts financiers importants puisqu'il faut dépolluer, et déconstruire l'ensemble de ces friches, pour, réinstaller des nouvelles entreprises ou développer des entreprises actuelles sur notre territoire. Donc ça, c'est un des gros, pans de notre activité sur l'attractivité, sur le développement économique. Après, on travaille avec, Henri Liourenco aussi sur l'attractivité, pour faire venir des nouvelles entreprises qui viendraient être en complémentarité de celles qu'on peut avoir, aujourd'hui sur le territoire, et donc là-dessus, enfin, c'est plutôt, eux qui nous informent de projets d'entreprises, heu, voilà, qui souhaiteraient s'implanter dans l'aire métropolitaine lyonnaise et d'où notre territoire les intéresse plus particulièrement pour plusieurs raisons, soit parce qu'on a effectivement un historique de main-d'œuvre ouvrière industrielle qui est, assez reconnu, donc voilà, qui intéresse aussi. Dans quel domaine? Vraiment industriel de manière globale. On a, en fait, tellement une histoire industrielle qu'on a encore, un savoir-faire assez, important. Alors, beaucoup sur le textile, quand même, mais voilà, qui s'adapte aussi, voilà, plutôt bien et qui est plutôt reconnu. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent souvent effectivement que, travailler sur le territoire, c'est assez facile. Enfin voilà, c'est assez facile. On a une transmission de savoir-faire et cetera, donc c'est plutôt, alors on est assez fiers de ça aussi parce que c'est les habitants qui font, un peu le enfin voilà, c'est les salariés qui font leur entreprise aussi, donc c'est plutôt intéressant et après on travaille, avec la CCI aussi forcément, sur ces questions-là avec certains, prospects ou entreprises qui ont besoin de se développer et qui vont chercher un peu d'accompagnement spécifique, sur le sujet. Des avantages en termes de foncier disponible via des friches industrielles Mmh. qu'on reconvertit et donc du coup on vient pas, conquérir, De l'espace agricole. de l'espace Ouais. agricole. Une main-d'œuvre, spécialisée, Mmh. disponible. Mmh. Heu, OK. En ce qui concerne les entreprises de services et les commerces, y a-t-il, quelles sont les problématiques du territoire par rapport à ça? Alors, sur la partie, service, on a une économie qui se tertiarise un petit peu moins rapidement que, nos voisins parce qu'effectivement, on a cette constance industrielle, plus forte. Mais néanmoins, voilà, on a un peu plus de services qui arrivent, donc notamment, grâce aux créations de bureaux qu'on a pu opérer. Le commerce, on traverse comme, j'ai envie de dire l'ensemble des communes et l'ensemble des territoires de France, une passe qui est quand même pas, évidente, avec le changement de comportement d'achat, des Français, avec, internet qui prend une part de marché, de plus en plus enfin voilà, de plus en plus forte. Des conditions, un peu plus difficiles. On a de moins en moins de commerçants, par exemple, qui sont propriétaires de leurs locaux, de plus en plus de locataires. Ça, insécurise aussi, tout ça. Donc on rencontre des difficultés en termes de commerce. D'accord, on est plutôt sur un exode et des fermetures, globalement? On a, à la fois des fermetures, mais on a aussi quand même, encore pas mal d'ouvertures, donc ça on arrive à peu près à compenser, mais on sent que, les chiffres d'affaires, voilà, tout ça est un peu plus difficile, ces derniers mois. On sait aussi, pour en partager avec nos homologues, que c'est pas spécifique au territoire de la Corse, c'est malheureusement quelque chose qu'on rencontre là au niveau national, un peu de partout. Ça se tend sur cette question-là.
On a essayé nous pour, accompagner parce qu'on a effectivement une ferveur entrepreneuriale quand même sur le territoire. Donc on a un pôle entrepreneurial, donc c'est-à-dire vraiment tous les acteurs, qui accompagnent, des porteurs de projets, dont, les chambres consulaires évidemment pour, ben, au maximum, ceux qui veulent créer puissent trouver l'appui, dont ils ont besoin. On a une pépinière, commerce pour les accueillir sur les centres-bourgs. Voilà, on a mis en place, un certain nombre de dispositifs pour, permettre à ceux qui ont cette envie de créer, de pouvoir le faire, de manière plus sereine, avec une assise financière, un peu plus sûre. Mais voilà, on sait que c'est un enjeu des prochains mois de pouvoir bien accompagner nos commerçants et nos artisans. On parlait, commerce et de l'importance, le boom du commerce sur internet et donc du coup des livraisons. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de points de livraison sur le territoire, des lockers, qui s'installent? Est-ce que du coup, il y a aussi des problématiques de logistique, liées à ça? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de lockers parce que c'est beaucoup nos commerçants qui assurent cette partie-là. Mais comme dans tout le territoire national, effectivement, on a beaucoup plus de petits véhicules de livraison qui parcourent nos routes. C'est plutôt une gestion, nous, dans les centres-villes et centres-bourgs, quand on vient travailler la requalification de ceux-ci, où il faut travailler cet aspect livraison, pouvoir conserver, voilà, c'est des enjeux que toutes les villes rencontrent. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire qu'on n'arrêtera pas ce changement de comportement, des Français. Il ne faut pas non plus, nier l'évidence. C'est un changement de comportement qui est durable, qui est exponentiel. Par contre, notre commerce de proximité, il a moyen de travailler sur cette tendance-là. On a, nous, une fédération qui propose, une fédération de commerçants qui propose aux habitants de pouvoir, faire du click and collect, de pouvoir aller regarder en ligne les produits, de pouvoir aller les récupérer, Dans le au point de vente? commerce, voilà, dans le point de vente. Donc et on a, la fédération qui a créé un format un peu innovant sur cours, cette année, là, qui a ouvert il y a 6 mois et qui fonctionne très, très bien. C'est plusieurs commerçants du territoire qui, se sont rassemblés et qui ont ouvert une sorte d'annexe, de leur commerce, sur une autre ville, donc en l'occurrence à Cours, et ça leur permet de pouvoir proposer, leurs produits soit physiquement dans la boutique, soit du coup de permettre les commandes aussi, parce que, ben, du coup, ils ont plus de stock sur leur boutique, originelle, et ça fonctionne plutôt bien, parce que du coup, on a des habitants de Cours qui autrefois auraient pu se dire: «Bon, bah, j'ai pas, mon commerce, j'ai pas ce qu'il faut à disposition dans mon centre-ville, donc je vais le commander sur internet». Et bah, là, je vais le commander, mais Dans mon village? dans mon village. Donc il y a toujours cette capacité d'être facile, c'est de la commande, c'est rapide, on vient juste le récupérer, donc on garde cette souplesse, mais on garde aussi parce qu'on a quand même des habitants qui sont attachés à notre commerce de proximité. On a, et on a les chiffres qui le démontrent par l'enquête, commerçant que la CCI, avait réalisée, qu'on a quand même une consommation qui reste assez prégnante sur le territoire. On a des habitants qui sont consommateurs de leur commerce sur le territoire, pour peu que, il y en ait, notamment sur l'alimentaire évidemment, mais voilà, on a des habitants qui aiment, aller, faire leurs courses dans les commerces. Donc l'idée est maintenant plutôt de nous les accompagner, et accompagner nos commerçants à trouver des solutions pour être, concurrentiels et apporter aussi cette facilité, que, internet offre. C'est-à-dire qu'à 23h, si vous voulez acheter un pull, bah, vous achetez un pull. Mais vous pouvez le faire dans votre commerce en bas. Du coup, les mobilités, sont un facilitateur de Mmh. l'activité économique. Y a-t-il des projets, sur votre, territoire qui pourraient demain, faciliter, la vie des entreprises? On en a parlé de certains, mais, y a-t-il des grands aménagements à venir? On a, voilà, j'en parlais tout à l'heure, on a inauguré notre première voie verte, sur la partie cyclable. On a en projet d'en faire, de nouvelles, et notamment des nouvelles À qui quel horizon? alors là, on va être sur des horizons, c'est très long, parce qu'il y a de l'acquisition foncière. Il faut qu'on prenne, voilà, qu'on acquiert auprès de propriétaires, les fonciers dont on a besoin, et un certain nombre d'études à faire, aussi. Donc on est sur plutôt un horizon de quelques années, mais on a un mandat qui s'ouvre avec des nouveaux élus qui arrivent, donc qui vont pouvoir porter ce projet-là, et ces nouvelles dessertes, en tout cas telles qu'on les a imaginées, desservent les zones d'activité notamment. Donc ça permettra aussi
d'apporter une solution, sur les enjeux des salariés. On diversifie, voilà, la location de nos vélos aussi. Donc ça, c'est vraiment la politique Skilab qui est assez forte, sur notre territoire. Et puis, si l'engouement sur le covoiturage se confirme aussi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on va avancer un petit peu plus, nous de notre côté, notamment peut-être sur des aires de covoiturage ou des parkings de covoiturage pour faciliter, l'usage parce que l'habitant, le covoiturage, il sait faire, faut juste l'aider à trouver, un point de rencontre, parce que, bah, il faut bien laisser sa voiture quelque part. Voilà, donc on a tous ces sujets-là qui rentrent, mais qui seront effectivement à arbitrer par nos nouveaux élus, dans les prochaines semaines. On n'a pas beaucoup parlé du fer, Oui, du train. oui, oui. Est-ce que les trains arrivent à l'heure? Les trains arrivent à l'heure, ou pas selon les gares. On a la chance d'avoir une très belle gare à Tarare, qui, augmente vraiment année après année sa fréquentation, et ça on en est assez content parce que ça permet d'avoir, vraiment une attractivité. Ça participe de l'attractivité du territoire aussi. La ligne, c'est celle qui fait Lyon-Roanne ou Lyon-Clermont-Ferrand, qui passe aussi par Amplupui, donc notre deuxième grosse gare du territoire. Et puis donc celle-là fonctionne, allez, on va dire qu'elle fonctionne bien, même si pour l'avoir, fréquentée quelques années, on est toujours, voilà, ça dépend des fois. On a une ligne qui fonctionne moins bien et pour le coup qui a une problématique, qui est la 2e pire ligne, de la région, c'est la ligne qui est entre Lyon et Paray-le-Monial et qui dessert notre territoire sur la gare de Lamure-sur-Azergues, donc qui est, la haute vallée d'Azergues, donc qui est la partie peut-être la plus rurale de notre territoire, et qui a donc un besoin fort, d'avoir cet, axe de communication, ferroviaire en directement vers Lyon. Parce que là, du coup, ça nous permet, de faire du pendulaire, sur un axe sur un axe en plus, voiture qui est déjà, fortement congestionné parce qu'il dessert toute la vallée d'Azergues, Lausanne et cetera. Le pendulaire pour nos auditeurs, Mmh. le pendulaire, tu peux expliquer ce que c'est Oui, pour le nos auditeurs? pendulaire, pardon, c'est ce que l'on appelle c'est le domicile-travail. Voilà, c'est les déplacements pendulaires, c'est, celui que vous faites le matin et le soir, D'accord. quand vous allez à l'école, quand vous êtes scolaire ou quand vous allez au travail plus tard. Et donc celui-là, ouais, forcément, c'est vraiment un enjeu, pour nos habitants. Il y a une association qui s'est créée pour défendre, cette ligne-là et cette gare de Lamure. Nos élus, ils sont très attachés aussi et soutiennent vraiment cette association parce qu'on a besoin de conserver, et d'améliorer la fréquence de cette ligne-là, qui est aujourd'hui insuffisante pour assurer un service, nécessaire et puis d'améliorer sa régularité. Ça, c'est la compétence De la région, de de la la région. région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté puisque c'est une ligne qui va jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. Marie, prenons un peu de hauteur. Si tu étais demain nommée ministre des Mmh. Transports, quelle Est-ce qu'on a serait, vraiment envie? pour un an, Ouais. quelle serait ta principale mesure? Ouf, très grosse question celle-là. Tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. Hem, Allez, il faut choisir. mais il faut choisir. C'est vrai que, là, on a une question sur le vélo, je pense aussi, malgré tout, même avec notre territoire et puis on a une question sur accompagner, nos citoyens, surtout parce que, hem il y a une question de changement de comportement. Nous disait enfin, les gens, ils changent pas de comportement comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont contraints, ils ont un travail, ils ont des enfants à récupérer, à l'école, il faut prendre en compte ces contraintes-là et c'est pas, si facile que ça, quand on est citoyen, de changer, de se dire: «On va passer de la voiture thermique à un véhicule électrique qui peut être très cher ou un véhicule ou à d'autres modes de» donc mettre beaucoup les moyens sur accompagner, les habitants à pouvoir changer effectivement leur mode de faire. Ça, moi, je pense que ce serait la priorité. Alors, ça fait beaucoup, ouais, mettre les moyens pour ouais, accompagner notamment les plus précaires et les plus en difficulté à pouvoir changer parce que c'est eux qui ont pas les moyens de changer aujourd'hui. D'accord. Et alors, si on imagine la mobilité, sur le territoire de l'Ouest Mmh. rhodanien dans 10 ans, est-ce que tu arrives à te projeter? Comment tu l'imaginerais? Ouais, dans 10 ans, c'est demain pour nous, Ouais, parce que c'est vrai que dans l'aménagement, on est déjà, effectivement en projection, 10 ans. Donc ça veut dire que dans 10 ans, si on a, réalisé tout ce qui est, dans les cartons, et en études aujourd'hui,
On a effectivement typiquement une gare de Tarare, qui est un véritable pôle, ce qu'on appelle un pôle d'échange multimodal, dans le jargon, de mobilité, qui veut dire que, quand vous vous retrouvez à la gare de Tarare, vous pouvez, sans y réfléchir, passer du vélo au bus, au train, voilà, tout ça est bien organisé. Aujourd'hui, on a une gare qui est très, très fréquentée, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que la ville se développe et qu'elle est de plus en plus attractive, que les modes de déplacement qui ne sont pas celui de la voiture individuelle se développent. Mais là, on a un gros enjeu de faciliter tous ces usages. Donc ça veut dire qu'on a une très belle gare qui a été refaite, et en tout cas ses abords, sont bien pensés. Ça veut dire qu'on a développé pas mal d'itinéraires cyclables et qu'on a, fait évoluer nos parts, modales, donc c'est-à-dire la répartition. Vous avez 80 de véhicules de trajets domicile-travail en voiture. Ah, si on peut la baisser à 60 parce qu'on a une offre de transport en commun, parce qu'on a une offre, de vélo adaptée, là, on aura, réussi dans 10 ans. Qu'est-ce qui te motive sur ces sujets de mobilité, à titre plus personnel, Marie? Moi, ce qui va me motiver, c'est justement de pouvoir arriver à, donner des solutions à nos habitants, de pouvoir leur offrir des solutions différentes, notamment pour les habitants justement qui sont en difficulté, qui sont en précarité et qui se retrouvent sans solution aujourd'hui. Pour le coup, très motivant de pouvoir, avoir des personnes qui peuvent retrouver un emploi parce qu'on leur a apporté une solution, des personnes âgées qui peuvent retrouver une vie sociale, même un accès aux soins si on va pas voilà, là, c'est ce qui motive sur la mobilité comme sur, on va dire, un peu tous les sujets sur lesquels on peut aborder en développement territorial, c'est ça, c'est de pouvoir apporter des solutions, aux habitants. C'est la principale motivation et ce qui nous rend un peu, fiers à la fin du projet. Tu as des retours de temps en temps, des habitants? On a des retours des habitants, mais très peu finalement Très peu? parce que, On voit peut-être dans les chiffres de fréquentation. voilà, c'est OK. ça. On est très statistique, on est très donné, on n'est pas, l'intercommunalité n'est pas une collectivité de premier rang, c'est pas la mairie. La mairie encore aujourd'hui, on y va, c'est facile, on connaît son maire. Nous, l'intercommunalité, c'est encore une collectivité très peu connue, par les usagers, par les gens de manière générale. Les compétences sont très méconnues, son fonctionnement est assez méconnu et donc du coup, on a très peu de liens, en fait, finalement, avec les habitants. Donc on est très statistique et on va aller regarder si effectivement ce qu'on a mis en place fonctionne, en vrai. Est-ce que sur ces sujets de mobilité, il y a, un auteur, un livre, une émission, un podcast qui t'inspire, dont tu aimerais parler, des documents, que tu utilises, dans ton Hem, travail? Pas spécialement. ouais, alors sur la mobilité, de manière générale, non, c'est vrai c'est ce que je disais, on est vraiment très statistique là, c'est beaucoup de tableaux Excel, qui viennent recouper des données, donc c'est pas forcément le plus, Ouais. heu Est-ce qu'il y a des territoires, que tu benchmarks, que tu étudies? Est-ce que de temps en temps vous allez voir ailleurs, comment ça fonctionne? On va voir ailleurs comment ça fonctionne parce que, comme sur tout sujet, voilà, on est plus intelligent à plusieurs, et on a des territoires qui nous ressemblent. On travaille beaucoup de manière générale avec le Massif central puisque nous, on fait partie du Massif central. On est à ses, extrémités, est et donc on partage avec ces territoires, de l'Auvergne beaucoup de thématiques, et beaucoup de contraintes communes, parce qu'on voilà, territoires un peu plus ruraux, éloignés des grands axes, avec voilà, des topographies, complexes. Donc on travaille vraiment beaucoup, typiquement sur l'autopartage avec Clermont. On travaille beaucoup avec Clermont. On va travailler, allez, dernièrement, j'essaye de voir avec qui, mais, avec l'Ain. Enfin voilà, oui, oui, on aime bien aller, voir ce qui se passe ailleurs. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été regarder, ce qui se passe à l'échelle européenne sur les sujets de mobilité. Ça peut être aussi intéressant. On a pu le faire sur, le développement durable, par exemple, mais, de manière plus globale sur l'énergie. Donc, c'est des prochains, enjeux et notamment avec nos nouveaux élus qui arrivent, pouvoir aller leur montrer ce qui se passe ailleurs, ce qui marche, c'est aussi le but du jeu, ce sera sûrement des déplacements qu'on va faire dans les mois à venir. Et est-ce qu'avec les communautés de communes voisines, vous arrivez à construire, à co-construire, des projets? Oui, aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'échelle de ce qu'on appelle le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, qui est un document d'urbanisme, macro, qui vient, prévoir les aménagements d'un territoire donné, à horizon 25, 30 ans.
Nous, c'est, donc le SCOT du Beaujolais. On appartient au Beaujolais, et donc on travaille beaucoup avec les 3 autres intercommunalités qui composent, ce SCOT, donc l'agglomération de Villefranche, les Pierres Dorées et Saône-Beaujolais, notamment pour travailler parce qu'on a des liens, les déplacements se font pas dans les limites administratives territoriales, ça on le sait très bien, les gens ils vont pas s'arrêter à la limite de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo. Donc là, on travaille beaucoup les choses et notamment quand on travaille avec le Citral, qui est quand même une grosse, structure, on aime bien avoir une réponse, travaillée en commun parce qu'on a des enjeux, similaires et ça a un peu plus de poids, aussi quand on travaille. Alors on travaille beaucoup sur des questions de lignes, les lignes de bus, les lignes de covoiturage qui vont traverser, nos territoires, les lignes de train qui traversent nos territoires, également. La fameuse ligne de train, elle traverse certaines des intercommunalités voisines. Donc on travaille beaucoup au niveau technique. Les équipes, elles se connaissent bien, elles partagent, elles se font aussi des retours d'expérience. Ça a marché chez moi, ça a pas marché chez moi. Donc oui, c'est un vrai travail collaboratif là-dessus. Pour terminer, Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant cette fonction à la communauté de l'Ouest rhodanien? Que faisais-tu? Tes études? Oui, alors moi j'ai fait des études d'histoire, de sciences politiques, une partie, à Rennes parce que je suis bretonne, d'origine et puis j'ai fini à Lyon et je suis arrivée à l'accord il y a 14 ans déjà, après une année à l'étranger et sur un poste, de manager commerce. Donc c'est pour ça que je connais aussi bien, la thématique du commerce et qu'elle m'intéresse aussi beaucoup. J'y ai passé, sur ce poste-là plusieurs années, je dirais 5 ou 6 et puis, ben, comme ça m'intéressait mais que j'aimais bien aussi d'autres sujets, et ben, voilà, j'ai pris d'autres sujets dans la besace, au fur et à mesure et puis du coup, je suis à ce poste-là depuis 4 ans, depuis 4 ans et demi maintenant et donc englobe, bah, à la fois la partie développement économique, et donc le commerce qui reste quand même, encore, une petite ligne rouge et puis, toute la partie habitat et urbanisme, donc sur comment est-ce qu'on développe nos villes et puis évidemment du coup toute la question de la mobilité, de la santé. C'est pour ça qu'on fait beaucoup le lien entre l'accès aux soins et la mobilité. Voilà, donc c'est, assez passionné et tout se recoupe, de toute façon. Tu diriges une équipe de plus de 30 personnes, Mmh. je crois. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien? Quelle est ta journée type? Comment tu te déplaces d'abord? Alors, Entre ton domicile et ton lieu de travail? je me suis longtemps déplacée en train, et puis il se trouve que j'ai déménagé et qu'il y a plus, le train, donc là, c'est en voiture, et en covoiturage parce qu'on est quelques collègues, à habiter, la même commune, donc on essaye au maximum d'être en covoiturage. Après c'est que j'ai des horaires un peu plus, atypiques, parce qu'on est beaucoup en lien avec les élus dans les collectivités et que, les élus, ils ont aussi un travail pour, la plupart. Donc c'est le soir qu'on se voit, là où mes collègues rentrent chez eux, un peu plus. Donc une journée type, et ben, on va dire que je vois, effectivement mes responsables intermédiaires, donc j'ai trois équipes, et donc je les vois, le matin pour essayer de voir quels sont les sujets, urgents. Et puis les objectifs un petit peu à se donner et après on est atteint de beaucoup de réunionites aiguës, en collectivité donc malheureusement beaucoup trop de temps, en réunion que j'essaye le moins possible, maintenant, et puis, bah, voilà, on essaye de développer un peu les projets, la collaboration. Moi, l'intérêt aussi que je vois, sur cette direction qui a effectivement plusieurs, sujets, c'est de pouvoir, moi mon rôle, c'est de pouvoir les faire penser à se travailler ensemble. Parce que tout est ce que je disais, tout est lié. Les questions de mobilité, elles peuvent pas être travaillées, en silo. Elles sont obligées d'être travaillées avec comment est-ce qu'on va, retravailler l'aménagement d'une ville. Si on travaille l'aménagement d'une ville, il faut prévoir comment les mobilités vont se faire dans ce réaménagement-là. Si on travaille, sur le développement économique, l'aménagement d'une zone, bah, comment est-ce qu'on va travailler, la mobilité jusqu'à cette zone et dans cette zone d'activité? Donc voilà, là, mon rôle, c'est les faire penser à travailler ensemble et de les mettre, en transversalité le maximum parce qu'on a besoin de plus travailler en silo, chacun de son côté. Est-ce qu'il y a de la place pour le télétravail? Il y a de la
place, pour le télétravail sur le papier, il y a un peu moins de place pour le télétravail dans la vie réelle, parce que, parce que, bon, bah, quand vous avez des équipes, c'est bien de pouvoir les voir aussi. Parce que c'est dans les petits échanges aussi que se font, le quotidien et que se font avancer les choses et puis, bah, voilà, on travaille avec des élus qui sont quand même, sur le territoire et qui aiment bien nous voir aussi sur le territoire, et on travaille avec des usagers, donc des habitants, des entreprises et qu'on va voir. Voilà, on n'est pas que dans nos bureaux, on va aussi beaucoup sur le terrain. Donc il y en a, pour les équipes un peu plus, mais moi un peu moins. Sur la question des mobilités, dans l'accord, Mmh, est-ce que vous avez, vous appliquez à vous-même, on essaye, une certaine discipline, ouais, on sur ess ces questions-là pour être un peu plus mmh mh. durable, On essaye, vraiment parce que c'est aussi d'être exemplaire. C'est effectivement si on dit à nos habitants de pratiquer différemment, si on le fait pas nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Nous, on a, dès qu'on se déplace, vraiment une priorité au covoiturage. C'est-à-dire que vraiment on a un pool de véhicules, mais, l'objectif est électriques? de Un pôle de véhicules électriques, en en partie? partie, en partie parce que quand vous devez aller, du nord au sud de notre territoire, c'est, 1 heure et quart D'accord. aller, 1 heure et quart retour et ça monte Mmh, et ça descend, donc tous les véhicules électriques sont pas capables de le faire, ouais, dans la journée. Donc on est obligé d'avoir encore quelques véhicules thermiques, d'accord. pour des déplacements longs, mais voilà, donc covoiturage, beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une pratique, qu'on essaye de faire. On met à disposition des vélos pour, nos agents, Ouais. pour les déplacements courts, pour qu'ils puissent éviter d'aller, voilà, de prendre, le véhicule si c'est pas nécessaire. On va participer au challenge mobilité, qui a lieu tous les ans, pour toutes les entreprises et collectivités. Donc, l'idée, c'est sur une journée d'essayer de changer sa pratique, de tester, pour se dire que finalement c'est peut-être possible. Donc l'idée, c'est que si vous venez en voiture, habituellement, ben, ce jour-là, vous essayez, le train, le bus, le vélo si c'est pas trop loin, le covoiturage si c'est le plus facile, l'idée, c'est de se dire: «Bah, finalement, ça a pas été si compliqué, je vais continuer, je vais recommencer». Donc là, c'est en début juin, si vous voulez participer, il faut le faire. Pour, te sortir du travail Mmh. et voilà, est-ce que tu as des hobbies, des routines qui te permettent un petit peu, de changer d'air? Alors, j'ai un hobby qui est très prenant, qui sont 2 enfants en bas âge. Donc c'est vrai que qui prennent une majeure partie du temps hors travail, il faut bien le reconnaître. Donc pour l'instant, c'est C'est là. ça le hobby. Ouais, c'est ça le hobby. Alors ça change d'air, hein, ça prend suffisamment, d'espace dans la tête pour, arrêter le travail. Pareil, il y a des petites questions rituelles à la fin de ce podcast, j'en ai déjà posé quelques-unes. Simplement, si aujourd'hui, tu rencontrais un jeune qui veut se lancer sur le marché du travail et peut-être sur les questions de mobilité, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Et ben, de venir en collectivité, c'est super chouette, de travailler en collectivité. C'est vrai qu'on peut avoir une image de la fonction publique, territoriale, qui fait peut-être pas rêver, qui est peut-être un peu vieillotte. Moi, je pense qu'on a au contraire pas du tout, cette manière de travailler et que de pouvoir justement proposer des solutions pour le territoire, qu'on aime, c'est hyper valorisant, c'est hyper motivant. Donc déjà, si on a envie de travailler sur la mobilité, qu'ils viennent voir en collectivité. On a besoin de nous enfin voilà, de jeunes parce qu'ils ont souvent aussi des idées, ils ont envie, on aime bien nous. En tout cas nous, mon équipe est très jeune, on a beaucoup de moins de 30 ans et je trouve que c'est très intéressant de travailler, heu, voilà, sur ces sujets-là et il y a plein, plein, plein de choses à faire. Donc ouais, le conseil ce serait voilà, de venir, de venir travailler chez nous. Il y a un Enfin concours? ou alors, pas forcément. La fonction publique, c'est vrai qu'on pense forcément concours. Aujourd'hui, nous, chez nous, 55 des effectifs de la Corse, c'est des CDD. Donc on peut complètement rentrer, en contrat, en CDI si vous après, vous voulez poursuivre, mais c'est plus, la porte, royale, c'est pas forcément le concours. On peut travailler tout à fait, D'accord, donc on peut envoyer sa candidature, pour un oui, voilà. stage, Oui, ouais, ouais, pour un CDD. complètement. Ouais, ouais, complètement. Elle sera Toujours étudier. étudiée. Mmh. Bon, très bien. Dernière question, Marie, si tu avais la possibilité de rencontrer une personnalité de ton choix, et de passer 1 heure de ton temps avec elle, laquelle serait-elle?
J'aurais dit Robert Badinter, parce que je trouve que ça fait partie de ces personnes-là où quand vous les écoutez, vous avez l'impression d'être plus intelligent, parce qu'ils sont assez enfin voilà, ils sont brillants et ouais, mais ils sont, dans une, voilà, je trouve que ça vous renvoie quelque chose ou ça vous permet de vous sentir, ouais, plus intelligent et j'aimerais bien, ouais, ça aurait été pas mal. Merci beaucoup Marie d'avoir, répondu à mes questions et cet échange, sur la mobilité qui était, très intéressant. On se retrouve, le mois prochain pour un nouvel épisode, d'Impact, le podcast. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode d'Impact, le podcast de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles, cela aide à faire connaître le podcast. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube et plein d'informations sur notre page LinkedIn. À très vite sur Impact le podcast.